Je vais vous présenter un petit peu l'approche globale, comment on a fait bouger notre exploitation par rapport à nos approches de gestion de sol, de gestion de couvert, de gestion de fertilité, etc. Pour que vous compreniez, c'est pas les couverts, c'est un outil, mais c'est un outil qui s'est inséré dans un système et en fait qui nous a fait bouger énormément le système. Et ça a été même un super outil de formation, d'une certaine manière. Voilà, moi j'habite en Ille-et-Vilaine, c'est pour ça que je suis un peu hybride et donc pas très loin d'ici, de l'autre côté de la Garche, donc je navigue un peu entre la Sologne et l'entrée de la Bretagne. Ça c'est l'Orangère, c'est ma ferme, alors pour Perret, et donc c'est Chambord. Donc la résidence de chasse de François Ier, donc qui a fêté ses 500 ans. Et donc on a la chance d'avoir des très bonnes terres. Donc on est sur du sable qu'on appelle sable à la rein, des carènes, donc des sables qui sont à tendance hyper acide et capacité de production quasi nulle. Donc le dessous, c'est de l'argile. En fait, on a de l'argile pour faire les briques, c'est pour ça qu'on n'a pas de pierre au moins. Mais on a trouvé que pour faire des maisons chez nous, il fallait cuire l'argile, et puis ça nous fait des tuiles, ça nous fait des briques, ça nous fait des tuyaux de drainage aussi. Donc c'est comme ça qu'on s'en est sorti. En fait, on est une région en complète déprise agricole, je peux dire ça comme ça. C'était une région de polyculture élevage, un petit peu de bocage, et puis depuis la guerre 14, eh bien, les agriculteurs sont partis, et il y a eu un gros départ de la génération de mes parents. Et puis aujourd'hui, il y a quelques résistants qui s'accrochent. Mais c'est quand même une région, comme on va prendre en France le Cantal, certains départements du sud, où il y a une énorme déprise agricole. Alors c'est pas parce que les agriculteurs étaient mauvais ou ils n'avaient plus envie, c'est qu'on n'arrivait plus à vivre un peu de la terre du secteur. Donc ça c'est l'instituteur de Duison qui disait que la terre elle est bien juste bonne pour porter les sabots, mais pas très formidable pour nourrir ses fils. Et donc un des soucis, c'est une région où, en fait, où les gens avaient des problèmes de maladie. On dit souvent que les Solognos avaient le ventre jaune, mais c'était le palu, parce que c'était un marécage, il y avait beaucoup de moustiques, il y a encore beaucoup de moustiques. Et puis c'était une zone où en fait, on avait pas mal de problèmes de gangrène à cause de l'ergot, des céréales. Vous voyez, la misère arrive un petit peu en paquet comme ça. Un sport national dans le secteur, c'est s'enliser. Donc en fait, il y a un collègue anglais qui dit qu'on a des sols minutes. En fait, la minute d'avant c'était trop mouillé et la minute d'après c'est trop sec. Vous basculez en fait d'une situation à une autre extrêmement rapidement parce que vous n'avez pas le tampon que peut apporter le sol. Donc quand je me suis installé en 96, donc j'avais eu la chance de pouvoir partir comme stagiaire en 82 aux États-Unis. Donc j'ai travaillé 3 ans là-bas sur différentes exploitations. J'ai ensuite été travailler un peu partout dans des fermes en Europe. J'ai fait aussi une saison culturelle en Australie, Nouvelle-Zélande. J'ai passé 10 ans un peu comme agri-globe-trotteur. Donc ce qui m'a permis entre guillemets, parfaire ma formation agricole, mais d'une manière un peu pratique en découvrant plein de systèmes agricoles. Donc être dans le Minnesota, c'est un peu le nord du Midwest américain, où à partir du moment où on sème une graine de maïs, on récolte 14-15 tonnes de maïs hectare, et de travailler dans Western Australia, où on est dans des sables un peu comme chez moi, et on a beau semer du blé, on n'est pas sûr de récolter. Le rendement maximum, c'est 1,5 tonne à 2 tonnes hectare. Et le père m'a dit qu'il a, dans sa carrière, il n'a pas sorti 2 années de la moissonneuse-batteuse. Et quand on sort pour une moissonneuse-batteuse en Australie occidentale, c'est qu'on fait moins de 3 quintaux l'hectare. Vous voyez, ça m'a permis de voir des terrains très écartés. Et qui fait que, en sorte, quand je suis rentré chez moi, je pouvais me plaindre que ma terre était pas bonne, que le climat était pas terrible, etc. etc. Mais bon, il y a d'autres agriculteurs sur la planète qui arrivent dans des conditions très différentes. À moi de trouver les moyens chez moi d'arriver à faire avec mon carré de terre.
Voilà un petit peu le raisonnement que j'avais pris. Donc pour être très, très économe, je suis parti avec un vieux John Deere d'occasion, un semoir Adam, c'était un Delta Cell de Horsch d'occasion, ce qui a permis d'être avec une entrée en tant que céréalier Sologno très peu coûteux, hein, d'une certaine manière. En clair, je ne me suis pas endetté pour m'installer. Mais ça, c'est la prudence que l'on a un peu en Sologne. On n'aime pas trop s'endetter. Ensuite, j'ai été assez vite vers le semi-direct. Donc, bon, j'avais eu la chance de croiser pas mal de personnes sur disons, mes pérégrinations qui étaient semi-direct. On avait parlé de vers de terre, de matière organique, d'érosion. Donc, j'étais bien rodé un peu à ça. Ça me permettait d'aller plus loin vers les couverts végétaux. Toujours omnibulé par la matière organique, l'activité biologique du sol. Ça, c'est vraiment quelque chose de très, très directeur chez moi. Ça, et c'est encore très présent. J'avais fait un petit peu tour des parcelles, et en regardant ce qui se passait dans les bords de champs et dans les champs, je voyais que c'était mieux dans les bords de champs que dans les champs. Donc tu te dis, on peut peut-être arriver à en faire quelque chose. Et puis, assez rapidement, ça, je reviendrai un peu sur ces points-là, j'ai vu mes terrains bouger, et donc ça c'est encore des parcelles qui est à côté de chez moi. En fait, ça c'est la parcelle qu'on appelle la plage chez Franck maintenant. Hein. Et donc ça c'est la parcelle à l'entrée de la ferme. Donc ça a bien bougé, on a vu revenir du ver de terre. Alors, toutes les parcelles n'ont pas réagi de la même manière. Et où on avait un historique prairie, ça réagit beaucoup mieux. Et ça va rejoindre ce qu'on va pouvoir voir dans les parcelles ici, que lorsqu'on avait un historique plus céréalier, ou un historique plus maraîcher, parce qu'une partie de la production était aussi sur l'asperge. À un moment donné, dans ces sables-là, on approvisionnait Paris en asperge, et donc j'ai un de mes grands-pères qui a eu jusqu'à 6 hectares d'asperge, donc en termes d'usure des sols, on fait pas mieux. Et donc, puisque c'est un petit peu comment moi j'ai organisé mon exploitation, j'ai démarré avec 85 hectares, et très rapidement, comme je circule, j'ai été confronté à la difficulté de ne pas être sur la ferme. Et donc là, j'ai réussi à trouver un collègue. Il m'a fallu à peu près 3 ans pour trouver ce collègue-là, Christophe Piou, qui avait eu le théâtre. Et donc en fait, on a construit une forme de contrat de collaboration. C'est plutôt une forme morale, plus qu'une forme contractuelle. On n'a pas un papier, c'est pas signé, c'est un truc qui est basé sur la confiance et la complémentarité. Et donc, en fait, lui m'a apporté du matériel et de la main-d'œuvre, a permis de mettre du maïs, remettre du maïs dans la rotation, parce que j'en avais enlevé, parce que j'avais pas de cueilleur sur la moissonneuse batteuse, j'avais pas de semoir à maïs dans mon système. Il est, on peut dire quand même, de fortes compétences en matière de maîtrise des goûts. Hein. Voilà. Moi, je lui ai apporté du matériel spécifique, des compétences sur la mise en œuvre de l'AC en Sologne. Quand je parle d'AC, d'ACS, agriculteur de conservation des sols. Et puis, j'avais déjà les références, puisque j'avais déjà une demi-douzaine d'années, donc il pouvait constater de ce qui allait se passer chez lui après quelques années. La grosse entrée qu'on a mis aussi, à partir de 2000, c'est les couverts végétaux. En fait, on a très vite poussé les couverts, on a vu qu'il y avait un super challenge dans les couverts végétaux. On a très vite poussé les couverts loin, ça c'est les mélanges de couverts qu'on a commencé à faire en 2005. Et donc, ouais, on a vu qu'il y a un moment, c'était sympa si on pouvait mettre plus de diversité, on avait des espaces dans nos schémas. Alors, la ferme était une ferme d'élevage laitier, il y avait 110 000 litres de quota que mes parents ont arrêté quand je me suis installé. Et donc, c'était le moyen de mettre un peu de diversité. Donc ça, c'est semé derrière un triticale. Et la photo a été prise au mois de novembre, au octobre-novembre. On s'est aperçu qu'on pouvait produire des quantités de matière sèche assez importantes. Ça, c'est les premières mesures de matière sèche qu'on a commencé à faire. On arrive à 5-6 tonnes de matière sèche. Donc, ça commence à cuber. Il faut vous dire qu'on est face à un territoire où on produit 5-6 tonnes de matière sèche. Et des prairies permanentes à l'année longue ont du mal à produire 5-6 tonnes de matière sèche. Et donc, on s'est aperçu qu'on avait énormément d'éléments minéraux également là-dedans. Donc ça, c'était un truc assez intéressant. Et puis, ça nous a emmené à semer en direct dans les couverts végétaux. Donc en fait, on a augmenté la quantité de biomasse qu'on circule.
et donc semi-direct dans les couverts végétaux. Ça, on était bien calé là-dedans à partir de 2004-2005. On a à peu près une bonne quinzaine d'années de ces pratiques-là. Ça, c'était de l'orge que j'étais en train de semer, c'est à quoi ça ressemble au mois de novembre, et c'est à quoi ça ressemble au mois de février. C'est nourrir l'activité biologique du sol, il faut produire un max de biomasse et avoir des plantes qui poussent. Et avoir des plantes qui poussent est presque plus important en continu que la biomasse que tu fais, mais il faut de la racine, il faut des exudes racinaires, donc d'avoir des périodes sans rien, c'est un stress pour le sol, et en plus des périodes sans rien qu'on travaille, ben, c'est un double stress pour le sol, et après tu es obligé de le faire repartir et le reconsommer. Alors là, ça va t'intéresser gros toi, par rapport à tout type de terre, parce que ça, j'arrive à produire de l'orge maintenant sur ces parcelles-là, alors que ça, la parcelle là, quand vous voyez la petite maison ici, ça c'est ma petite maison ici, c'est ma parcelle d'orge, et ça c'est la parcelle d'un voisin en planche, parce qu'en fait le labour conventionnel dans ce type de sol-là, il se fait en planche. En fait, comme l'eau ne rentre pas, on fait des planches pour avoir des évières, des fonds qui récupèrent la flotte, et on fait couler l'eau pendant l'hiver, parce que la rentre pas. Et là, le même jour, il y a ça entre les deux, quoi. Hein, et c'est des sols qui sont hyper battants. En fait, quelque part, j'ai eu la chance d'avoir des sols compliqués, et plus vous avez des sols compliqués, et vous voyez même au sein d'une exploitation, plus des activités agressives vont être révélées par la partie plus compliquée de vos sols. Ou dit autrement, des sols qui sont très compétents, pour de la cagne, en fait, des techniques agressives peuvent vous emmener très loin, et vous pouvez être presque satisfait. Hein, mais c'est en sol limite, vous verrez beaucoup plus rapidement la limite de pratique agressive sur le sol. Donc c'est aussi quelque chose que j'utilise des fois quand je vais sur des exploitations, c'est qu'en fait les plus mauvaises terres de la ferme sont révélateurs de ce qu'on fait bien et de ce qu'on ne fait pas assez bien, et peuvent servir d'école pour transférer des pratiques sur les autres parcelles. Pour la petite histoire, cette parcelle-là, je l'ai reprise, et ça c'était l'année dernière, à peu près à cette époque-là. Là j'avais de l'orge encore, et là j'avais un triticale, donc et j'ai dû la labourer, en fait. Je m'en excuse pour la mettre à plat avec une rotative, mais j'avais pas le choix. Ça c'était mon orge, à peu près à cette époque-là, avec cette parcelle. Alors, on s'est posé plein de questions aussi pour mettre des couverts devant maïs. Et puis progressivement, on a poussé pas mal les couverts devant maïs également. Alors à cela, il y a un point qui était délicat, parce que pousser les couverts, il y a, vous voyez, 2009, l'autre c'est 2003-2004, il y a à peu près une demi-douzaine d'années entre pousser les couverts à l'automne et pousser les couverts au printemps. Parce que là, quand vous n'êtes pas irrigant sur des sols qui sont censés être secs en été, vous dites on pousse le couvert, ça va me bouffer de la flotte, quoi. Et c'est la hantise de bouffer l'eau. Et en fait, en réfléchissant, on s'est aperçu que notre facteur limitant, c'était pas le manque d'eau, c'était l'excès d'eau. Et en fait, les sols sont secs en été parce qu'ils sont pourris mouillés en hiver. Et qu'en fait, si on veut gérer le manque d'eau, il faut d'abord gérer l'excès d'eau. Et si tu gères bien l'excès d'eau, tu as moins de manque d'eau. Alors là, j'arrive à me faire comprendre dans cette histoire-là. C'est un petit réservoir. En fait, le réservoir, quand on parle de RFU, ça vous va? En irriguant, on parle de réserve facilement utilisable. Pour du maïs, la RFU de ces sols-là, comme tu es sur du sable avec faible épaisseur, ça s'arrête souvent à la semelle de labour. Tu es globalement 35-40 mm de RFU. Bon, 35 mm de RFU, 40, c'est une semaine d'eau pour un maïs. C'est une semaine d'eau pour un maïs. Mais quand tu as 35 mm de RFU et que ton sol est imperméable en dessous, quand il pleut 50, tu es dans la même. Tu es plein. S'il pleut 80, il faut en évacuer 40 ou 30. Tu vois. Si tu arrives à augmenter la capacité à gérer l'eau, c'est-à-dire que tu mets ton réservoir à 80, ou tu arrives à rentrer ton réservoir à 100, en fait, la capacité pour mouiller, en fait, tu peux prendre 100 mm et tu ne seras pas
la flotte et tu as 100 mm de réserve. Alors les couverts ont eu plusieurs effets. Le premier effet du couvert, c'est pour ça que j'ai tout de suite semé très rapidement dans du verre à l'automne, parce que en fait le couvert il pompe de l'eau. Je vais avoir mes sols les plus sains à tout ça. Et donc je pousse les couverts à l'eau, beaucoup de végétation. Alors une végétation va pomper entre 30 et 40 mm par tonne de matière sèche. Donc si tu fais 5 tonnes de matière sèche, bah, tu fais par 40, c'est 200 mm que tu tires de ton sol. Donc ce que tu t'assures que ça pompe. Tu te prends un peu d'eau, et j'avais remarqué ça début octobre, comme c'était cette année par exemple, bah, si tu es en condition normale, l'évaporation, t'en as quasiment plus quand tu arrives en octobre. Donc tu te prends 50 mm début octobre, bah, pouf. Et si tu te prends 50 mm début octobre sur un couvert et que tu produis encore une tonne ou deux de matière sèche, bah, les 50 mm, ils sont partis. De toute façon, tu vas largement remplir dans l'hiver. Par contre, tu as produit plus de biomasse, tu l'as évaporé, cette flotte-là, donc tu pourras déjà rentrer plus d'eau, tu as produit plus de biomasse, tu as produit des racines, puis des fois, quand c'est un peu sec, ils sont descendus un peu plus profond, l'eau va pouvoir mieux circuler, tu as gagné des petits millimètres en RFU. Aujourd'hui, sur les meilleures parcelles, on est plutôt sur du 150 à 250 mm de RFU. Donc, alors, c'est énorme quand je te dis ça comme ça. Mais ramène ça sur 25 ans. Divise un gain de 150 mm par 25, ça fait 6 mm par an. Mais aujourd'hui, on a des capacités de stockage qui sont largement améliorées. Et en fait, c'était la même stratégie pour le maïs. Parce qu'en fait, on sème souvent le maïs un peu plus tard, parce qu'on a peur de noyer, etc. Tu vois, c'est la hantise de l'excédent. Ah oui, mais après, tu te rapproches de la sécheresse. Et comme tu laboures ton sol la veille de semer le maïs, en fait, tu as cisaillé ton sol, tu l'as déconnecté avec le fond, la veille de semer. Donc en fait, ta capacité de stockage en eau, c'est ça. Et donc si tu n'irrigues pas, tu ne feras jamais du bon maïs. Parce qu'on a une gestion inappropriée de l'eau. Il y a un moment, il faut que tu aies des objectifs assez ambitieux, et après, il faut jouer la période de transition. Et on est toujours en transition. Moi, je ne sais pas où je vais m'arrêter. C'est toujours en train de progresser. Où ça va aller, je ne sais pas. On va continuer à pousser. Hein. On a commencé à faire du maïs, et là, on arrive à ta question. On a vu le sol qui a commencé à s'assombrir en surface. Ça, c'est le côté un peu sableux, puis le côté argileux, et les racines descendent dans l'argile. Donc là, on s'est dit, bah oui, on commence à comprendre pourquoi les maïs vont bien non irrigués. Les maïs commencent à aller bien. Il y a des choses qui sont passées, quoi. Et donc ça, en creusant, on s'est aperçu de ça. Aujourd'hui, ça c'est une de mes meilleures parcelles en maïs, voilà à quoi ça ressemble. Ça a bien évolué. Et ça continue d'évoluer. On voit bien, on charge en organique en surface. Alors, entre les argiles du fond, ça a été pris à 1 mètre de profondeur. Donc en fait, année après année, en fait, l'argile s'est fendue, et où elle s'est fendue une fois, bah, tu as des racines qui ont pris la place. Et comme tu maintiens la connexion entre le haut et le bas, grâce aux racines et à l'activité biologique, bah, l'année d'après, pouf, ça peut se réengager. Et en fait, tu fais une succession de racines, et ce qui fait que les argiles commencent à jouer, bien que c'est des kaolins qui sont très peu structurants, mais année après année, bah, tu commences à pouvoir descendre, et c'est ça qui fait les 5-6 mm de gagner chaque année. Il faut être patient, hein, 5-6 mm chaque année, hein, tu regardes dans ton pluviomètre ce que ça fait. Hein. Et puis, on a vu l'activité biologique commencer à descendre du carbone, de la bonne terre, et en fait, tu marbres la mauvaise terre, de bonne terre, et en fait, le sol, c'est pas quelque chose d'homogène. C'est quelque chose d'organisé. Il y a des autoroutes, il y a des routes, il y a des chemins, tout ça doit être connecté, et ce qui permet à la vie de s'organiser. C'est pas un truc où on a tout broyé, et puis c'est tout une espèce de bouillie, et puis tout le monde s'organise là-dedans. Non, c'est un milieu organisé. Et en fait, il y a des zones qui ne sont pas du tout exploitées. Mais c'est pas grave, parce qu'il y a le chemin à côté pour traverser, quoi. Et donc, à ce moment-là, avec mon collègue Christophe, en 2007, on s'est agrandi un petit peu, et donc on a commencé à acheter du matériel en commun. Donc ça a permis d'optimiser aussi le parc de matériel entre nous. Hein, je vais faire les deux, hein, les bonhommes, le matos et les sols.
Donc on a acheté une moissonneuse, en fait j'ai pris une part dans sa moissonneuse batteuse. On a développé une approche strip-till, donc localisation du travail du sol, et amplifier les couverts. Et puis on était motivé par l'élevage. On se disait que, bien qu'on était deux céréaliers et lui entrepreneur, que c'était important qu'on commence à réfléchir à l'élevage. Dans la fertilité des sols, pour valoriser les couverts végétaux. Et donc, une des premières machines qu'on a démarré en commun, c'est un compil. En fait, aujourd'hui on forme notre système d'implantation derrière maïs grain. Toutes les implantations, les grains sont mis à l'avant par la trémie et la rampe, et en fait on enterre avec des bêches roulantes. Ça c'est notre système d'implantation de céréales ou de couverts derrière maïs grain. C'est un outil qui est rentré sur la ferme pour faire des mulchages de couverts au printemps, puis progressivement, assez rapidement même, on l'a transformé en semoir. Et depuis 2007, on sème comme ça, quoi. Ça fait 12-13 ans que tout est semé de cette manière-là. Les graines sont déposées directement au sol? Non, sur le sol, devant. Devant, ouais, d'accord. Et en fait, là, les bêches roulantes, ils te brassent, si tu regardes, normalement, ils marchent un peu sur l'arrière, le compil, et les premières bêches te remuent plus les fans de maïs, ce qui fait que tu fais un peu un triage et les graines tombent au sol. Et après, les dernières pales, ils te remontent un tout petit peu de terre dessus, ça stabilise un peu l'affaire, et ce qui fait que ta graine, elle n'est pas dans un creux, elle est sur une bosse de sol, et tu as un petit creux à côté. Quand il pleut, en fait, l'eau peut descendre dans le creux, parce que quand on sème en direct, on peut avoir une pénalité. C'est qu'en fait, derrière maïs grain, tu vas plier des fans de maïs, toi, comme si on avait semé là, et la graine est là-dessus, puis tu te prends 15 jours de flotte derrière, et la graine elle est dans une gouttière d'eau, et c'est pas terrible, tu as intérêt d'avoir une grosse activité biologique qui vient te reperforer ça pour faire. Et là, on a ça, ça nous nivelle un petit peu les champs, parce qu'on a un gros souci de sanglier, on verra là-dessus, ça nous nivelle un peu les champs. Et aujourd'hui, pour régler, ça se règle avec des cales sur les vérins, et en fait, on descend la machine avec les cales, clac, 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 et puis dès qu'on remonte, qu'on arrache un pied de maïs, un écho de maïs, c'est qu'on est trop profond. Et comme on sème des graines non traitées, va trouver des graines triticales là-dedans, mais tu sais pas. Moi, je te mets au défi. Et quelle proportion est au-dessus des graines et pas aucune au-dessus. C'est extraordinaire. Ça, c'est une de mes grosses stratégies, c'est de faire d'un inconvénient un avantage. Traverser les fans de maïs, c'est compliqué. Et ben là, la végétation, elle protège. En fait, les graines sont quasiment posées sur le sol, avec de la végétation, puis un petit peu de terre diffuse autour. Là, tu as une levée, nickel, mais il faut que tu aies un sol qui est organisé avec une bonne activité biologique. On a vu les sols, et ça sur le côté haut, changer. Ça, c'est quand on sème le maïs en strip-till. Ça, c'était une parcelle de mon voisin. J'ai changé de voisin depuis. Et là, on était en 2013. Il y a un printemps humide. Et là, c'est des éléments qui nous permettent de voir qu'on est en train de se déplacer, quoi. Hein, et de certifier qu'il y a des fois, quand tu es un peu tout seul dans ton coin, tu arrives à douter. Mais quand tu es en train de préparer, tu vois la terre là, tu vois la terre là, tu te dis, ouais, ça devrait faire. Ça devrait faire. Hein. J'ai pris le pire du champ, mais moi je suis pas loin. Et 2013 a été une année extrêmement humide au printemps. Extrêmement humide au printemps. On en a bavé pour sortir les maïs. Et mon voisin de l'époque a semé 2 fois. Ça, c'est ses premiers maïs, et ça, c'est ses deuxièmes maïs. Donc, c'est dans la stratégie soleil. On ne sème pas le maïs trop tôt parce que ça noie. Parce que ça noie. Tu te prends un gros coup de flotte en avril, c'est ce qui est arrivé. Et nous, on en a bavé. Alors, on est toujours en train d'essayer plein de trucs. On est toujours motivé par des nouvelles idées. Alors, forcément, parce qu'on est en connexion avec plein de réseaux, plein d'agriculteurs qui ont plein d'idées. Et puis j'aime un peu ça. Hein. Donc des fois on a tendance à en inventer un peu. Et, alors, il y a beaucoup de trucs farfelus, hein, mais il y a quelques trucs qui arrivent à marcher quand même. Hein. Et donc ça c'est l'idée pour semer des couverts plutôt dans le maïs. On voudrait essimer les maïs et semer le couvert en même temps, pour arriver à gagner en humidité. C'est une de nos idées, ça vient du sud-ouest. Mais pour l'instant, on n'a fait qu'essayer, puis on n'a pas encore eu le temps de bricoler l'enjambeur et tout ça, mais l'idée, c'est qu'au moment où on récolte les maïs, le couvert est déjà installé. Mais enfin, quand je récolte le maïs, vous voyez, non irrigué, puis ça c'est mon voisin non irrigué,
dit bon, là aussi, on tient la flotte. Et ça, c'était la zone humide. Et nous, on est en train de passer avec la Mosbatna, sans chenille et tout ça. On se retrouve l'année d'après, on est en 2014, qui était une bonne année à maïs. Donc pareil. Et c'est là qu'il faut être assez sérieux quand tu es à peu près sûr. On n'est jamais sûr de tout, mais quand tu es à peu près sûr que c'est la bonne direction, bah faut s'y tenir. Et donc ça c'est la 2014, donc un maïs sur maïs, donc c'est les couverts qu'on fait entre deux maïs. Et donc j'ai de la chance, mon voisin il a refait un maïs, à l'époque il faisait un peu comme moi. Et donc ça c'est les maïs 14. Et donc on a fait des super maïs, c'est ma meilleure année en maïs. Alors j'ai mis ma première récolte de maïs. Ça c'était en 67-66, ou 68. Et donc là, on a commencé avec ça. Mais j'ai toujours été motivé sur le maïs. Et là on fait un bon 10 tonnes en maïs, sans irrigation dans ces sols-là. Et mon voisin fait plutôt 7 tonnes et demie. On est tous les deux en non irrigué. Et donc là, la différence, c'est pas la technique que je pratique, parce que lui, il a plutôt tendance à penser que c'est les hybrides que je sème, c'est l'engrais que je mets, c'est le secret que je peux avoir dans l'engrais, dans l'hybride. Vous voyez la discussion que tu as semé quoi? Je ne suis pas un fanat de quel hybride j'ai semé, mais la différence, c'est le sol que j'ai semé, que j'ai construit. Parce que la différence, c'est ça. C'est parce que j'ai eu une stratégie qualité du sol, que j'ai dépensé de l'argent dans les couverts, que j'ai apporté du compost aussi, parce que ça c'était le troisième pilier, et que j'ai des sols qui fonctionnent. On a regardé l'année dernière l'organisation du sol, et on a fait des mesures d'infiltration. Comment il gère l'eau. Vous voyez, je suis drivé par l'eau. Hein. Ta question était juste. Hein. Je suis drivé par la flotte. Et en fait, on a une capacité de 100 mm minute. Hein, ça était juste après la récolte de maïs, de prendre 100 mm minute. Alors, un sol organisé peut absorber de l'eau en masse. Alors qu'il y a une expression chez nous qui dit les sols sont à blanc d'eau. Vous voyez que dès qu'il y a une pluie, l'eau qui stagne sur les sols, je ne sais pas si ça se dit ici, nous on dit qu'ils sont en blanc d'eau. Non, là tu absorbes 100 mm minute. En début de drainage, hein. L'argile n'est pas pleine encore là. Et le maïs c'est une plante exceptionnelle parce qu'en fait, comme j'irrigue pas, elle me vide le sol. Donc en fait, à la fin du maïs, c'est mon sol qui est vide. Et comme j'ai 200 mm de refuge, j'ai 200 mm que je peux rentrer dedans. Et là, c'est les galeries de vers de terre, les anéciques. Vous voyez les galeries noires là. Et en fait, si vous voulez rentrer de l'eau rapidement dans un sol, il vous faut des anéciques et il vous faut des galeries conséquentes parce que si on veut que l'eau rentre rapidement, il faut que l'air puisse s'évacuer rapidement. Prenez une bouteille avec un petit goulot, vous retournez, elle coulera pas. Prenez un bocal, vous tirez pour l'eau dedans. Parce que quand l'eau rentre, ça échange. Quand vous faites un petit lit de boue à la surface, en fait, vous annulez complètement la capacité du sol à absorber la flotte. Alors plus on aura un sol fragile, un sol limoneux, plus vous pouvez fermer le sol. Et je suis allé avec des gars d'Arvalis la semaine dernière, il y a 15 jours, ils sont à 1 mm/h de capacité d'infiltration. Ça fait 25 mm par jour. Ça va, mais il ne faut pas qu'il pleuve gros quand même. C'est encore acceptable. Mais c'est assez faible. Et là, avec du bleu de méthylène, tout simplement, c'est une petite manip toute simple qui permet de voir comment ça. Ça, c'est le sol de mon voisin Franck, parce que j'ai changé de voisin. Donc lui, il est en conversion, donc il a 3-4 ans. Ça commence à venir, mais on est parti de ça. Hein, ça ne fait pas la même chose. Ah bah tiens, ça c'est une levée au compil. Tu vois, c'est de l'ange qui est en train de lever dans les maïs. Voilà à peu près ce que ça donne. Et ça, c'est de l'ange qui était derrière les deux maïs. Celle-là, on ne l'avait pas désherbée. Je ne suis pas en bio, hein, j'utilise encore du désherbant. Et donc ça, c'est l'orge. Alors aujourd'hui, sur la ferme, parce qu'on gère mieux l'eau, on peut faire de l'orge, on peut faire du colza, chose qu'on ne faisait pas avant. Ce n'étaient pas des cultures qui étaient possibles, parce qu'on baigne dans l'eau. Et ça, tous ces trucs-là, qu'on a brassé des couverts, des plantes et tout ça, ça nous a donné plein d'idées. Alors on a commencé à s'ouvrir sur du colza sarrasin. Et donc sitôt récolte, on sème un colza sarrasin à la place de couvert, ou comme un couvert. Et donc on vient récolter éventuellement le sarrasin à l'automne, et le colza suit. Donc ça, c'est pas tous les ans qu'on arrive à faire ça, mais ça peut arriver à faire des choses assez intéressantes.
Et en fait, ça rend le système très optionnel, ou très opportuniste. Parce qu'on s'est dit qu'il faut semer un couvert. Bon, autant semer un couvert, s'il y a une possibilité de récolte, ou de valorisation, tant qu'à faire, on est sur l'oignon. Hein. Et le Christophe, qui est très, très financier, là, c'est au mois de mars, hein, la première année qu'on avait fait ça, il m'a dit, mes colzas m'ont coûté moins de 100 €. Et quand Christophe il te le dit, c'est vrai. Ben non, tu as vendu du sarrasin, tu as tout payé avec du sarrasin. Donc quand tu démarres au mois de mars avec des colzas qui t'ont payé moins de 100 €, pour un seul oignon, c'est bien. Dans ces stratégies-là, on a fait des belles réussites. Hein. Ça, c'est au mois d'octobre en 2017, je crois. Colza sarrasin. Donc en fait, et le risque est faible. Cultiver du sarrasin, c'est compliqué. Parce que cultiver du sarrasin, nous on n'est pas en Enubright, donc on vend à des prix faibles. Le rendement est toujours très aléatoire du sarrasin. Et puis en plus, si tu as un faible rendement, tu ne payes pas ton loyer, tes charges de structure, etc. Ça, c'est pas une culture, on va faire des gros nœuds. Tandis qu'en interculture, ben, on ne récolte pas, ben là c'est un super couvert. On récolte le sarrasin, le colza ne marche pas. C'est un couvert qui n'a pas coûté trop cher. On ne récolte pas le sarrasin, on récolte le colza. Ben, ma foi, c'est du colza. Hein, en fait, on est multi-options. Hein, et c'est les couverts qui nous ont rentré là-dedans. Une fois récolté, alors, ça donne ça. Hein, là, on avait eu un petit souci de gel après, mais à l'automne, c'était pas mal. Et en fait, il faut bien voir que chez moi, le système est plus important que la culture. C'est un peu compliqué à comprendre. Comme je ne suis pas sûr de faire passer un colza, je joue toujours système. C'est le global qui est plus important que les éléments en tant que tel. Alors j'ai besoin des éléments pour faire que mon global il bien. Moi, j'aurais semé un couvert végétal. Moi, dans mon système. Tu veux, couvert végétal, ça fait partie de mes piliers. Je récolte, je sème. Donc ça veut dire que j'ai un passage de semoir, j'ai un passage de tracteur, j'ai du fuel, j'ai un chauffeur. Et j'ai des graines. J'aurai une destruction du couvert pour semer l'autre culture. Bon, normalement, un couvert, c'est 80 à 100 €. C'est pas anodin. Je suis environ une trentaine d'euros par hectare et par an globalisé sur la ferme. Mon coût couvert, c'est un coût d'investissement foncier dans mon système. Bah, tenter de récolter quelque chose, je suis prêt à mettre 10 € de plus ou 15 € de plus. Et une partie de la destruction sera la machine de batteuse. Tu vois, quand on arrive là, tu te dis, bon, voilà, c'est déjà pas mal. Bon, ben, ma foi, on va regarder comment est la parcelle et puis on va faire un programme de désherbage. On n'aura pas mis d'insecticide aussi, d'antilima, c'est rien. Si tu veux, jusqu'à là, c'est un peu alléluia, quoi. Hein, on est sur des scénarios live. Ça, c'est un couvert, on va le voir tout à l'heure, multi-espèces, chez Christophe, comme les miens. Et au mois de février, tout avait gelé, c'est en 2018 ou 2019, tout gèle. Un coup de téléphone du père Piou, il me dit, tu verrais, il n'y a plus que des colzas. En grec. Et ben, il a fait un bon 35 quintaux de colza, alors qu'il a semé un couvert multi-espèces. Et c'est là qu'on fait plan A, plan B, plan C. Et donc, bon, si on cause au gars du septium, les colzas sont un peu serrés, c'est pas l'idéal, les pivots sont pas. Et tu as semé un couvert et tu ramasses une bonne trentaine de quintaux de colza. Et c'est là que le couvert apporte des super surprises, quoi. Il faut être capable d'être agile. Et en fait, c'est une parcelle de 27 hectares, on est dans le vraiment Val-de-Loire, on n'est plus en Sologne. Et dans une partie du champ, on a semé quand même de l'orge de printemps, parce que c'était le plan, ça c'était le plan A, c'était un couvert pour de l'orge de printemps. Mais comme le colza, il était bon et propre sur 17 hectares, ben, ça a couru sur 17 hectares, et puis il y a eu 10 hectares d'orge de printemps, puis c'est tout. Mais alors comment vous gérez la rotation du coup? Si c'est une rotation un peu opportuniste du coup On est très opportuniste. Oui. Et du coup, il peut y avoir des colzas assez rapprochés du coup. Oui. Dans Ça arrive. Et puis des fois ça arrive que c'est très éloigné. En fait, tu as un squelette. Ma rotation squelette, c'est maïs, orge. Ensuite, colza, sarrasin, si on comme ça. Et ensuite blé. Couvert, biomax. Et on vient sur le maïs. C'est souvent maïs-maïs. Orge, colza, et tu tournes comme ça. Et après, en fonction de ce qui se passe, des fois, tu fais une petite boucle, tu vois, j'ai un squelette, des enchaînements qui sont mes bons enchaînements. Et si tu veux,
aussi, ça c'est aussi une de mes stratégies. Si tu veux créer des sols performants, il faut que tu aies des cultures qui fassent beaucoup de biomasse. Ouais. Si tu veux, par exemple, j'ai essayé du soja, des trucs comme ça. Et ce pas des cultures qui vont faire beaucoup de biomasse. Et qui vont pomper beaucoup d'eau. Aussi, on s'amuse, on fait quelques ouvertures sur la ferme, mais on aime bien quand même avoir un socle solide qui fonctionne. Hein, si tu veux, faut quand même que ça tourne, quoi. Tu vois, là, c'est le même couvert que Christophe avait semé, parce que j'avais pas pris son couvert en photo, mais vous voyez, j'ai des colzas là-dedans. Vous voyez les colzas qui sont au milieu du couvert. Et en fait, son truc là, c'était ça à l'automne. Et moi, j'avais un couvert comme ça, et là-dedans, quand l'hiver est passé là-dedans, en fait, tout avait gelé sauf le colza, mais moi j'ai semé du maïs là-dedans. Comme j'ai pas mis d'engrais, voilà un peu le colza que ça pouvait donner. Donc, quand je te dis que le colza est malléable, il est malléable. Alors, on n'est pas en train de viser 45 quintaux, 50 quintaux en colza. Hein, on est plutôt sur du 25-35, quoi. On est dans un scénario raisonnable. Donc ensuite, dans mon système, je me suis associé, j'avais apporté des composts assez tôt, à partir de 2000, parce que pareil, on n'avait pas des sols performants. Donc produire de la matière organique tout seul avec des couverts, c'était bien, mais faible production, tu vois, ça allait mettre beaucoup trop de temps. Puis aller chercher de la fertilité de fond, ça me paraissait logique d'apporter ça de l'extérieur. Et donc, progressivement, on a développé le fonctionnement avec Denis, qui gère des plateformes de compostage. Et il m'a sollicité pour monter une plateforme de compostage sur la ferme, donc j'ai dit oui. Donc ça menait du compost en proximité, parce que le transport est toujours le problème, du matériel spécifique, parce qu'on a une chargeuse Volvo, enfin il a une chargeuse Volvo, et il a un pont bascule sur sa plateforme de compostage. Donc maintenant, si on veut passer au pont bascule, on en a un, on a une carte. Une présence quotidienne sur la ferme, parce que ça c'est ma hantise. Moi, mes parents sont décédés entre-temps, et une de mes hantises, c'était d'avoir du monde sur la ferme. Et donc, lui, on lui a donné la possibilité d'avoir un site dans un secteur un peu stratégique, au centre de la Sologne. Il a accès à tous les équipements agricoles qu'il veut sur la ferme, en échange toujours, et de la main-d'œuvre ponctuelle. S'il a besoin d'un coup de main, on lui file un coup de main. Et puis, il a une proximité agricole pour les exudats. Il y a les jus de la plateforme à prendre, et puis des fois il y a un peu de compost en trop, alors ça coûte un petit peu moins cher, donc c'est du compost qui l'ennuie un peu, donc ça, des fois ça arrive, donc pourquoi pas. Et ça, ma stratégie compost, elle était gagner rapidement en matière organique. Les plus bas taux de matière organique que j'avais, c'était 0,7-0,8, hein, derrière un aspergeret, donc on démarre de pas, c'est pas grave. Apporter de la fertilisation de fond, corriger les carences en oligo, et puis maintenir mes pH. C'est tout ma stratégie à un moment. Donc ça, c'est la plateforme de compostage. Donc on fait plein d'analyses un petit peu partout pour voir où on en est. Alors ça, c'est une analyse que j'ai fait dans un champ, toute la profondeur. En fait, 0,10, 10,25, 25,50, 50,75, 75,100. Donc comme les racines descendent, il dit, qu'est-ce qu'il trouve, hein. Donc là, je ne chole pas. En fait, c'est mon compost qui fait ça. Je n'ai jamais vraiment cholé. Je suis à 6,71 pour des terres de Sologne, ça va bien. Ça, c'est le 0,10. Hein. Vous voyez qu'en matière organique, là, ça date de 10 ans. Je suis à 3,78. Je dois plutôt être à 4,5 maintenant sur cette zone-là. Donc les terres qu'on bien noircies en surface. Quand je vois le pH, vous voyez, il descend. Là, on arrive dans l'argile, on est à 5,5. Le phosphore, le compost m'en apporte, on voit bien, et on voit bien que le phosphore il est dans la partie agricole, en surface, il est trop fort. La magnésie, le compost m'en apporte, alors que j'avais des sols très pauvres en magnésie. Mais en fait, très pauvres dans les sables, mais les argiles sont très riches en magnésie. Alors est-ce que les couverts me remontent de la magnésie, est-ce que les vers de terre me remontent de la magnésie? Je suspecte, mais pour l'instant, je n'ai pas une réponse scientifique sérieuse là-dessus. Mais en fait, je vois bien qu'il y a de la magnésie qui arrive en surface. En K2O, c'est un peu plus étalé, ce qui est normal. En CAO, je vois l'effet compost. Et puis je retrouve, et ça sur toutes mes analyses de sol, je retrouve du CAO sur la branche d'argile. En fait, c'est le cholage et les scories qu'a apporté mon père, qui a sédimenté sur les argiles. Et en fait, j'ai une source de CAO quand même. À un moment, je me posais la question, est-ce que j'ai du CAO quand même dans les sols?
Ouais, j'ai du CRO, alors encore une fois, les vers de terre, les couverts, est-ce qu'ils brassent ça? Mais il y a une force de CRO. Donc ça explique pourquoi le pH il est plus haut à... Yes. Tu vois, tu as le sable merdeux, là, qui pouvait être très rapidement à la terre de surface. Et là, puis quand tu tombes vraiment dans l'argile, ça redescend. Et donc, après, je vois que j'ai bien corrigé la partie zinc. Je suis encore carencé en cuivre. J'ai des sols qui sont encore carencés en cuivre. Je vois bien sur les anciennes vignes, ça joue mieux. J'ai besoin de travailler le bord. Et puis je vais même travailler un peu le manganèse. Voilà. Et donc ça répond à pas mal de choses, mais ça me pose pas mal de questions. Donc aujourd'hui, je travaille plus les équilibres des éléments minéraux avec l'approche Kinsey, qui regarde comment les éléments minéraux sont organisés sur la CEC. Hein, pour éviter d'avoir des antagonismes, hein, parce qu'il ne suffit pas d'en avoir beaucoup, mais si tu as beaucoup d'un, par exemple beaucoup de phosphore, tu vas embêter le prélèvement zinc. Potasse, magnésie, vous connaissez ça en élevage, mais pour le sol, ça peut foutre un peu le bordel. Là, si je regarde ici, ça c'est ma CEC, j'étais à 4, ici 4,83 en 2008. La CEC ici, elle est à 8,83, donc on a bien fait progresser la CEC, on démarre des fois avec des CEC de 2. Hein, donc, Kinsey, il me disait à l'époque, apporter 750 kg de késérite. Dans un budget de Sologno, ça passe pas. Et donc c'est là que j'ai encouragé les vers de terre et les couverts. Il faut me remonter la magnésie qu'il y a dans le fond, les gars. Hein, parce que 700 kg de késérite, ça va pas faire. Hein. Et donc aujourd'hui, je suis plutôt, il me conseille 300 kg de késérite, donc c'est déjà mieux. Ça, j'ai fait une petite image de la CEC à l'époque et la CEC aujourd'hui. Donc c'est hyper important en termes de réservoir quand tu modifies ton réservoir. Par contre, ça a un impact presque négatif, parce que si tu veux conserver les équilibres, tu augmentes le garde-manger, ce qui fait que des éléments qui pouvaient se trouver corrects, bah, si tu n'en as pas apporté, peuvent se trouver en quantité inférieure, en pourcentage. Donc ça joue dans les deux sens. Et on a fait, il y a 2 ans, c'est un collègue allemand. Tu l'avais vu, Urbayer? Non, tu n'avais pas vu Urbayer. Ça, on a fait un simulateur de pluie, on appelle ça un rain simulator. Donc en fait, on prélève des blocs de sol, et il y a un système pour ne pas les toucher, et on les retourne, en fait, on les prélève comme ça, et on les retourne dans un plateau qui est perforé, et après, tu les mets avec une pente de 12%, avec un petit système d'irrigation au-dessus, qui imite une pluie d'orage. Un simulateur de pluie. Et en fait, on collecte dans les bocaux qui sont présents devant l'eau de ruissellement de surface, et on collecte dans les bocaux en dessous l'eau d'infiltration. C'est hyper simple, mais ça demande un petit peu de préparation pour collecter, mais ça donne des résultats hyper intéressants. Alors là, on a 5 litres de sol. Alors les 2 extrêmes, c'est chez moi. Alors ça, c'est la parcelle à l'entrée de la ferme, près des fontaines. Ça, c'est la parcelle derrière la ferme, derrière les tables taillées. Ça, c'est la parcelle à Alain Boulan. Non, c'est plus loin sur la route de Duison. Et ça, c'est 2 parcelles à Franck, qui étaient à Alain Boulan avant, mon collègue. Hein, et donc ça, c'est sous du maïs. Et donc ça, en fait, on a très peu de ruissellement, mais une énorme infiltration. Donc on voit bien qu'on a géré, comparé à ça, le ruissellement. Alors c'est terrible, dans des sols qui manquent d'eau en été, l'eau ne rentre pas, et ça ruisselle et ça t'emmène la terre en plus, donc encore moins de terre pour la garder. Et dans cette parcelle-là où j'ai appliqué un peu la recette Kinsey, moi je suis effaré. Kinsey m'avait dit, eh bien, là, tu absorberas plus d'eau et tu la retiendras mieux dans ton sol. Dans les équilibres au niveau des éléments minéraux. Eh bien, ma foi, on l'a mieux retenu, et là, en fait, ça n'a pas coulé à travers. En fait, le sol, il a gonflé. Et si il ne faut pas que de la matière organique, que de l'activité biologique, il faut avoir les bons équilibres minéraux pour arriver à faire que ça marche. Et donc ça, c'est mon cheval de bataille un petit peu aujourd'hui. Ce qui fait qu'ils nous ont ramené à apporter un petit peu de fertilisation, mais fertilisation, je dirais, plus ciblée. Hein, des éléments plus ciblés, plutôt que d'apporter un bulk. J'essaye de comprendre. Donc on s'est mis à ramener du soufre. Ça rejoint le côté légumineuse, et je vais t'en parler tout à l'heure.
Donc on apporte du soufre élémentaire qu'on met dans les microgranulateurs qu'on sème le maïs. Alors ça c'est l'année dernière sur le maïs. Alors j'avais coupé à la fin les microgranulateurs et j'avais coupé l'engrais localisé. Et ça c'est le maïs avec tout comme il faut. Et ça c'est le maïs avec rien. Ben ça change tout. Et ça avait plus de limaces, énormément plus de sangliers. Ça c'est les sangliers qui ont bouffé tout ça. Alors ils ne remarquent pas trop ça. Les sangliers sont capables de vous repérer un grain de maïs. Hein. Mon José il me dit de toute façon tu ne vas pas être emmerdé par les sangliers parce que tu sèmes du maïs dans l'herbe. Ah ben, les voisins ne savent pas que j'ai semé du maïs, et dans la nuit que j'ai semé, les sangliers savent que j'ai semé du maïs. Et j'ai des photos, mais à coup de scriptile, ils trouvent tout en rang. Et là, en fait, c'est localisation de fertilisation, comme quoi la fertilité au démarrage est hyper importante dans ces stratégies-là. Plus vous faites couvert, plus on a besoin d'accompagner le démarrage. Et ça, c'est sans localisation. On voit bien quand le rang il coupe. Et ça, c'est un peu plus tard. Sans localisation. La fertilité précise au moment de l'installation d'une culture, elle est hyper stratégique, surtout si on travaille les couverts dans le système. Et là on se retrouve un petit peu plus tard, ben non, on doit accompagner vraiment, et c'est là que le travail du sol est hyper minéralisant, on ne se rend pas compte. Et dès qu'on ne travaille plus, on n'a plus la minéralisation, donc on doit en partie la compenser et être vraiment top en matière de fertilisation. Mais vous mettez d'azote en plus pour combler cette minéralisation? En azote, j'en mets pas plus. C'est pas en azote que je mets plus, j'en mets plutôt moins. Tu vois, par rapport au rendement. Même au début, enfin même. Non, parce que les couverts ont bien compensé. Par contre, je la mets plus tôt. Et je la mets plus sans localiser. D'accord. Parce que en fait, la forme n'a pas d'importance pour vous? je fais à peu près ce que je trouve. Je suis sur plutôt moi j'utilise un peu sur le maïs, je prends c'est de l'azote qui titre 15, ce qui vient de vinasse. En fait, il y a de la potasse, il y a un peu de magnésie, il y a de la chaux dedans, il y a des oligo-éléments. En fait, c'est issu de vinasse de betterave, ce que j'utilise. Et je rajoute des fois un peu de 1846 DAP dedans. Et après, j'ai 20 kg de soufre dans ma ligne de semis à l'hectare. Les microgranulateurs, ils distribuent du soufre. Le soufre va activer l'activité biologique minéralisée. Et puis, en fait, le soufre, on ne s'est pas rendu compte, mais on avait la pollution. Alors, notre génération, je m'excuse pour notre génération, pour les jeunes, mais nous, on avait des défis à l'époque. On avait le trou d'ozone au sud de la Nouvelle-Zélande, on avait les pluies acides. On a à peu près réussi. Hein. En fait, les pluies acides, c'était le soufre. Et si on regarde les chiffres de l'INRA, on recevait entre 50 et 80 kg de soufre par hectare et par an grâce à la pollution. Et tant qu'on ne retrouvera pas d'autofertilité, on n'arrivera pas à faire pousser des légumineuses. Il faut de l'autofertilité. C'est de l'azote qui va circuler de manière continue pour nourrir ta végétation. Parce qu'en fait, on raisonne trop quantité, il faut qu'on raisonne plus. Les animaux, je finis un tout petit peu, les animaux se nourrissent tous les jours, nous aussi, et les plantes aussi. Et en fait, c'est comment ton sol accompagne en continu les besoins de ta plante, parce que quand tu apportes de l'extérieur, bah, pour disons une forme de logistique, si tu apportes de l'engrais, bah, t'emmènes un coup, mais ça peut être de l'engrais ou du lisier, ou t'emmènes. Et après, tu te débrouilles. Je reviens dans 2 mois. Tu reviens. C'est comme si tu nourrissais tes vaches une fois tous les 2 ou 3 mois. Où je prends un petit exemple, c'est comme si, moi j'ai tendance à boire un verre par jour de vin. Ah oui. T'imagines, tu dis j'arrête de boire. Et par contre, je cumule ça le dernier samedi du mois. T'as vu la même quantité en moyenne? Bon, ça va pas se passer pareil. Il faut bien penser que faut qu'on nourrisse plus en flux. Et l'autofertilité joue sur la quantité qu'elle produit, mais aussi sur la mise à disposition. Parce que quand tu as un sol qui fait le yo-yo très fort, tu te mets nodosité. La nodosité coûte cher à la légumineuse. En fait, c'est une symbiose, ok, mais en fait, dans la symbiose, il y a un échange. Ça veut dire que la plante envoie de l'énergie, c'est-à-dire du carbone liquide, aux rhizobiums, qui sont enquistés dedans, et les rhizobiums, bah, ils fixent de l'azote qui peut envoyer un peu à la plante.
Et en fait, la quantité de boulot qu'ont faire les rhizobiums sont assez liées à la quantité d'énergie qu'on leur donne. Et fixer de l'azote, hein, que ce soit le système Haber-Bosch ou que ce soit le système rhizobium, ça coûte très cher en énergie. Ça coûte très cher en énergie. Et donc c'est une partie de la photosynthèse importante qui est recirculée dans les racines pour nourrir. Donc les légumineuses, ils sont très malines, en fait. Ils se disent, il y a de l'azote. Moi, les rhizobiums, vous attendez. Il n'y a pas besoin de vous. Hein. Alors, pour nourrir des trucs, tu vois, qui coûtent cher. En fait, tu as ça à portée de la main. Ils se nourrissent. Et d'un seul coup, quand ça commence à manquer, bon, les rhizobiums, là, on vous en envoie un peu, puis, tu vois, c'est la monnaie des chances, c'est encore le carbone qui vient dans le système, et tu nourris, et là, ils récupèrent de l'azote. Mais ils sacrifient un peu de foliaire, ils sacrifient, si tu veux, même du rendement pour nourrir. Et une légumineuse sous-alimentée, bah, elle va tout sacrifier, en azote, elle va tout sacrifier. Donc, c'est pour ça qu'il est bien que le sol, il t'en fournisse. Et t'imagines une alimentation du sol en azote qui fait du rio comme ça. Comment elle s'y retrouve, la plante, là-dedans? Et puis les nodosités du coup sont pas stimulées, donc... Non, faut que si c'est stable, tu vois, si comme ça, la plante, elle a le temps de jouer. Mais si ça joue comme ça, les nodosités, bah non, j'ai plus besoin de vous, vous venez, non, plus. Tu vois, donc le flux, tu vois, la notion de flux constant et de quantité solide, en fait, mais un flux constant élevé est hyper important pour arriver à faire pousser des légumineuses. Là est arrivé un autre gars, José. José, il n'était pas agriculteur. Il a un CAP de serveur. Un CAP de serveur. Et j'aime bien ça parce qu'il y a des gars qui me disent bah, comment un gars qui a un CAP de serveur il a réussi à s'installer agriculteur. Je dis moi j'ai un BTA et un BTS agriculteur et je fais de la presse. Donc à partir du moment où tu t'y branches, tu vas y arriver, quoi. Et José en fait il travaillait à la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux comme gardien. Il en avait marre. C'est un copain à Christophe. Et un soir, ça fait un bout de temps qu'on réfléchissait à installer un éleveur. Un soir, il nous a dit moi, j'en ai marre de la centrale, je rêve que d'une chose, c'est d'élever des moutons. Oh. Bon, assis-toi là. On boit un coup, on en reparle. Hein. Et on lui a expliqué comment nous, on voyait l'élevage. Comme il ne connaissait rien, il nous a cru. Il y en a un autre, c'est Éloi. C'est Éloi. Bon, lui, il a mis de la poésie en plus dessus. Et donc en fait, bon, il y a eu quand même un effort qui a été fait. Il avait du mal à trouver des terres, donc moi je lui ai loué 5 hectares. Christophe a acheté 50 brebis à son nom pour qu'il puisse jouer une année, en prenant une année sabbatique à la centrale, qu'il puisse jouer. Donc on s'est, disons, organisé pour que l'histoire soit possible. Et puis la plateforme l'a embauché à mi-temps. Donc il s'est retrouvé, on a sécurisé un peu son truc. Et c'est un gars qui a pu s'installer en agriculture, avec quasiment un chèque de 20 000 euros. Il s'est installé en agriculture avec un chèque de 20 000 euros. Et avec une rémunération positive dès la première année. Et donc ça a permis d'entrer d'élevage, valorisation découverte, c'était ça notre grand truc. Une seconde présence sur l'exploitation. Donc on y a apporté des terres, c'est ce qu'on apporte, le coaching technique entrepreneurial. Donc disons que ça c'est quelqu'un qui est habitué d'avoir son chèque tous les mois. Alors quand tu es habitué d'avoir ton chèque tous les mois et que tu t'installes agriculteur et c'est des chèques que tu fais tous les mois, et que c'est quand que je vois quelque chose. Ah oui, là tu es obligé d'acheter ça, il y a des fois il faut dire, ah, bah oui, là il faut que. Mais là c'est. Non, et José raisonne encore très trésorerie. Hein, et il est encore très trésorerie, mais j'en veux pas. Hein, et donc lui, c'est l'argent qu'il a à la banque qui est son revenu. Non, le petit capital que tu as créé là, c'est le troupeau de moutons, il a 200 brebis aujourd'hui, tu mets à 150 €, bah, c'est 30 000 € de brebis, quoi. Ah oui, mais ça, il est pas de pognon. S'il fallait que je les achète, ça 30 000 €, tu vois. Hein, donc, c'est. Bon, mais c'est un peu ce qu'on leur apporte. Donc, l'idée, c'était de pâturer les couverts. Donc c'est là qu'on a commencé à mettre des brebis. Alors on a eu la chance d'avoir une race qui était en sauvegarde, la Solognotte.
Alors les premiers sont venus de Châteaubriand, de Guérande. Ça a été cherché à Guérande. Ah, ben, ça c'était en 2012. Hein, le premier troupeau, c'est le premier troupeau qui est arrivé. Ça c'est le José. Donc en fait, comme on produisait de la biomasse, on les a mis à pâturer cette biomasse-là. Et en fait, dans les couverts, c'était ce qu'on avait remarqué, on produisait autant, si ce non plus, de biomasse à une époque où il n'y a plus rien dans les prairies, en général, et autant plus de biomasse qu'une prairie normale. Donc il y a de la place pour faire du mouton là-dedans. Et donc, on les a mis en pâturage tournant dynamique. Donc tout ça, on a expliqué ça à José, mais comme il n'était pas formaté. Oui, il n'y a pas de mauvaise idée. Il a fait ce que vous voulez. Ah oui, mais il a quand même, il nous a pas, il a fait ça à sa mode quand même. Hein. Il n'a pas tout calé. Il met son petit feeling, son feeling là-dedans. Et donc, on appelle ça du brood crop. Donc, on brood les couverts. Alors, il faut essayer d'être honnête, d'en laisser un peu pour les moutons, mais un peu aussi pour les vers de terre. Il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Et on savait déjà, par exemple, ça c'était les copains brésiliens avec qui on bossait dans les années 90, ils nous ont toujours dit, si vous pâturez vos couverts, ça poussera mieux derrière. Et en fait, quand vous pâturez un couvert, ou de la biomasse, l'animal garde entre 15 et 25%, parce qu'il est en production, des éléments minéraux et entre autres de l'azote dans sa production. Production de viande, production d'œufs, production une vache laitière, c'est le lait, etc. Il y a 15 à 25% qui restent dans la production. Ça veut dire qu'il y a presque 75% qui est rejeté derrière. Et l'animal, en fait, rejette beaucoup plus de CO2, de carbone pour son fonctionnement. En fait, nous, on est les pires des animaux, parce que globalement, on ne fait plus de production. On rejette toute la minéralité qu'on ingère. Si vous regardez, faites le bilan. Moi, j'ai encore fait un petit peu de production, mais normalement, on ne fait plus de production. Donc, on rejette toute la minéralité qu'on ingère. Et en fait, ce qu'on ingère ne sert que d'énergie. C'est du carbone. Et donc, l'animal est un concentrateur de fertilité dans le système. Il abaisse ce qu'on appelle le rapport C sur N. Donc, il permet de faire tourner la fertilité plus vite. Il appuie un peu sur l'accélérateur, d'une certaine manière. Et donc ça, c'est l'explication des Brésiliens. Et puis on a un gars qui nous a beaucoup aidé là-dedans, qui s'appelle Gabe Brown, North Dakota, États-Unis. Et ce qu'on appelle en anglais le mob grazing, c'est le pâturage tournant dynamique. En fait, mob, ça veut dire un troupeau, mais ça veut dire aussi mobile. On joue sur un jeu de mots en anglais. Et donc, si on regarde 2 années de mob grazing, c'était des parcelles d'essai, mais pas de mob grazing. Quand on regarde la totalité de l'activité biologique, on a 6 tonnes d'activité biologique hectare contre 4 tonnes. Tu vois, la modification de l'environnement. Si on regarde les mycorhizes, par exemple, hein, là, tu as 230 kg de mycorhizes contre 140 kg de mycorhizes hectare. Donc, la présence de l'animal dans le système modifie l'environnement et fait que tu as plus de mycorhizes, tu as plus de biologie au total. Alors, la clé aussi, comme en fait, nous, on est très fertilité du sol. Fertilité du sol, ça veut dire que si on veut l'élevage soit performant, il faut qu'on soit sur l'élevage qui se déplace. Et en fait, il faut qu'on imite les systèmes de pâturage naturel, qui sont des systèmes qui se déplacent en troupeau, et qui permet une répartition homogène. Parce qu'en fait, pour nous, c'est la fertilité qui est importante. Les animaux te transforment de la biomasse, ici, mes couverts végétaux, en fait les moutons de José, me transforment mes couverts verts en ammonitrate noir, légalement, des moutons presque blancs qui transforment des couverts verts en ammonitrate presque noir, et tout ça en faisant de la viande. C'est pas mal, ça devient poétique comme affaire. Hein. Mais par contre, c'est comme tout, il faut que ce soit bien écarté. Donc, et en fait, le pâturage tournant dynamique te permet d'avoir une préhension de la biomasse qui est homogène, et une répartition homogène derrière, et un temps de récupération de la prairie, ou du couvert, qui est assez long. En fait, le stress, il a un moment donné. Celui qui a mis ça en place, au départ, tu as Pays de Caux, André Voisin, ça vous dit? Le pâturage tournant dynamique. Et celui qui a remis ça un peu au bout du jour, aujourd'hui, c'est un Sud-Africain qui s'appelle Alan Savory, c'est un vieux monsieur, qui est un chercheur, qui a fait tuer des éléphants pour sauver la savane. À un moment donné, il dit mea culpa. J'ai été contre.
Et donc il prétend, et moi j'ai vu de ses travaux, que c'est avec des herbivores, c'est pour ça que quand on parle, la planète est polluée avec des herbivores, enfin, j'ai du mal avec ça, c'est avec des herbivores qu'on peut revégétaliser le désert, hein, ou les zones très steppes, mais c'est avec des herbivores qui se déplacent en pâturage tournant dynamique. Parce que si les troupeaux, s'il y a des prédateurs autour, ils sont en troupeau, parce que c'est leur mode de protection, et ceux qui sont au milieu, ils n'ont pas le choix, ils bouffent, mais ça bouffe, ça chie, ça bouffe, ça chie, et ils font du mob grazing comme ça. Ce que les bergers, anciennement, savaient faire en montagne. Il y a aussi un point, c'est qu'on leur laisse un choix alimentaire. Un troupeau, excusez-moi, c'est un groupe d'individus différents. Et là, il faut qu'ils puissent exprimer leur individualité. Et les animaux ont une énorme capacité à choisir. Les premiers moutons qu'on a lâchés dans un couvert végétal, on les a lâchés dans un truc un peu comme ça. Ils venaient de Guérande, les moutons. C'est pas ça, c'était pas la photo du moment là. Mais on les lâche là-dedans. Ils venaient de Guérande. Et j'avais un autre voisin, Christian Héron, qui passait par là, tu vois qui c'est? Ça se passe, il dit, les moutons là-dedans, vous êtes fous les gars, ils vont faire l'entérotoxémie là-dedans. Ouais, il nous a foutu un peu les boules, parce que nous on est des céréaliers, on prétend qu'on allait devenir éleveur, mais déjà qu'on était un peu tordu à faire du ski direct découvert et tout ça. Et puis lui il était là, puis en plus j'ai raté mon rail gras, c'était trop sec, puis j'ai trop de bouffe mauvaise charolaise, j'ai raté mon rail gras, chez les moutons là-dedans. 2 heures après, ils avaient mangé toutes les fleurs de tournesol. Imagine un beau couvert propre, net comme ça. 2 heures après, les fleurs de tournesol nettoyées. Je dis, mais des moutons qui viennent de Guérande, ok, c'était des Solognos, mais ils n'avaient jamais vu la terre de Sologne. Ils te nettoient les fleurs de tournesol immédiatement. Puis quand tu réfléchis bien, on a pas mal de chevreuils chez nous. On a arrêté de faire du tournesol parce qu'ils nous bouffaient toutes les fleurs. Je dis, mais c'est pas con des bestioles. Ils choisissent ce qui leur va bien à un moment donné. Faites confiance aux bestioles. Faites confiance aux bestioles. Et là, en fait, c'est là que la vision humaine du truc, si on encile tout, ou si on fait un mélange de tout ça, on se dit, ça a quoi comme valeur? Ben non, mais eux, ils ont pris ce qui les intéressait au moment qui les intéressait. Donc ça change tout, puis il en laisse un peu. On a pas mal de kénopodes un peu aussi. Ils adorent. Ben ça, ils adorent. Voilà à quoi ça peut ressembler quelques jours plus tard. Et maintenant, on commence à avoir une belle évaluation du coût de la qualité en fait, alimentaire des couverts végétaux. Et pour répondre au côté parasitisme, ça c'est aussi l'énorme intérêt de pouvoir associer élevage et agriculture. Parce qu'en fait, les produits, ils pâturent là, sur une parcelle où je vais mettre un maïs au printemps. En fait, il y a pas eu de moutons. On a évacué ce problème de parasitisme. Les moutons nous ont apporté plein d'autres idées. Donc c'était en 2016, ça c'est les repousses de colza. Et José, il avait une petite troupe d'Aniel qui est en train de pâturer. Donc c'est une repousse de colza au mois de septembre. Et en fait, une fois qu'il avait passé les Aniels, ça donnait ça. Je dis à José, tu les accélères un petit peu. Et il est très bon hein, pour accélérer. Et j'adore causer avec José pour ça, parce que une fois, il a compris, ça fonctionne. Et donc il les a accélérés un petit peu. Et puis après, ben, on a laissé les repousses de colza, et puis on a mis un petit désherbage, et on a récolté un deuxième colza. Quel risque je prends? Parce que là, j'ai encore la cartouche au mois d'avril de mettre un maïs. Vous avez fait combien de quintaux? Ouais. J'ai fait 23-24 quintaux. À chaque fois que tu peux récolter un couvert, c'est la meilleure marge de l'année. C'est la meilleure marge de l'année. Alors, il y a des jours où on serre un petit peu les fesses. Tu vois, des journées comme ça, il y a à peu près 200 brebis qui pâturent aujourd'hui chez moi. C'est pour ça que c'est important de tourner. Une journée qui va bien en hiver, ça donne ça. Là, tu as intérêt d'avoir construit une bonne activité biologique avec du ver de terre derrière pour reprendre. Ils sont tout le temps dehors, il n'y a pas de bâtiment, c'est tout le temps dehors. Mais quand tu as ça et que tu te dis au printemps, je vais semer du maïs là-dedans, il y a des fois avec José, il me dit, ça patauge un petit peu, c'est limite. Mais jusqu'à maintenant, c'est assez surprenant comment on s'en sort de ça. Alors on a revu des bénéfices annexes. C'est que ça nous a permis de limiter les problèmes de limaces aussi. On a baissé le couvert, le pâturage, le piétinement, le C/N de la végétation qui descend. Alors de dire qu'il n'y a plus de limaces, c'est pas vrai, mais ça permet d'abaisser le risque limace. Ça c'est assez sympa.
On a aussi un souci qui peut arriver quand tu fais du semi-direct avec des couverts végétaux, c'est les rongeurs, les campagnols. Et donc nous, on a les sangliers qui s'en occupent, on va voir tout à l'heure comment on travaille avec les sangliers, mais ça peut être un souci. Et bon, vous avez peut-être compris, je suis un peu observateur, mais quand on voit, ça c'était à Noël, il y a 2 ou 3 ans, les moutons, José était un peu en retard pour déplacer les moutons, et donc là je voyais tous les rapaces, là j'en ai un, qui étaient en train de tourner autour, qui attendaient. Et en fait, ils étaient en train de dire... C'est pas la bouffe. le casse-croûte, parce qu'en fait, quand ils déplacent les moutons, en fait, le couvert est rabattu. Et là, tu as les rongeurs qui étaient en dessous depuis 2 jours, qui attendaient, qu'il y a des moutons partout, on sort pas. Et d'un seul coup, tu as les rapaces qui arrivent, le couvert rabattu, c'est le casse-croûte. Et en fait, l'environnement apprend, et tu as les rapaces qui arrivent derrière. Et puis quand tu es plusieurs, ça donne beaucoup d'idées, ça, les moutons sont là. On est un petit peu plus tôt, vous voyez, où on a toujours nos stratégies, tournesol gelé, les radis un peu, les cosas sont là-dedans. Et puis, plusieurs gars ensemble, il y a Franck qui me dit, disons, où les moutons ils sont passés, on s'aimerait bien un bétail, puis on va voir, ça ferait de la bouffe, et puis on verrait bien ce que ça va donner. Donc, dans ces cas-là, je dis, ok, ben moi je file le tracteur, le fuel, le semoir, la semence, toi tu sèmes, tu files le travail, parce que j'avais pas le temps, ça joue des fois au téléphone, hein, souvent c'est comme ça. Ah ok, et bien vas-y, il a semé un bétail là-dedans. C'est pour ça que quand vous êtes plusieurs, il y a des idées. Donc on a mangé un bétail en semi-direct derrière le pâturage de moutons. Alors on est sorti d'un blé, on a fait un couvert, on a pâturé, on a semé un bétail. Et donc ici c'est le bétail au printemps, ça c'est le couvert qui a été repâturé, qui s'est ressali. Mais les moutons à José ils sont affolants. Et bien ils ont tout nettoyé le bétail. Ça, je suis pas en bio, on n'a pas désherbé. Ils ont bouffé les légumineuses, ils ont bouffé le salissement, ça c'est un critical. Mais ils n'aiment pas le critical. Ils ont nettoyé le reste, et quand tu vois ça, tu dis, j'ai sorti d'un blé, on a semé un couvert, on l'a fait pâturer, on a semé un bétail, ben t'as ça. Ça a de l'allure. Hein. Et donc, on a semé un maïs là-dessus. Donc mon écosystème s'étend. Là, la plateforme a grandi. Il a 2 plateformes. Et puis il y a un Mathieu qui est arrivé en ouvrier permanent. José a installé sa petite affaire qui va pas mal. Hein. Et puis est arrivé Franck. Alors Franck, c'est mon ancien technicien de la Chambre d'agriculture. On l'a un peu contaminé. Il était trop souvent avec nous. Et donc il a fini par... démissionné de la Chambre d'agriculture, et puis il s'est installé. En fait, c'est lui qui a pris les terres d'Alain, qui est devenu mon voisin. Donc j'ai changé de voisin. Avant, j'avais un voisin, maintenant j'ai un compétiteur. Et donc, lui, il est très motivé par l'élevage et l'approche holistique. Et donc, Franck collabore énormément avec moi, avec José, un peu moins avec Christophe. Christophe a diminué énormément le TA. Comme José a fait des moutons, lui est parti dans le mouton. En fait, il a cédé ses premiers moutons à José, mais après il en a racheté, et maintenant il a 800 000, et céréalier entrepreneur, et maintenant il est éleveur. Son fils s'est installé, alors il s'est installé dans poulailler mouton et poulailler mobile aussi, donc ils ont complètement basculé. Donc maintenant chez Franck, maintenant sur la ferme, lui il s'est installé sans matériel. En fait, il n'avait que ça quand il est arrivé. Il n'y a pas de ferme. Il a loué des terres, pas de matériel, pas de stock, rien. Pas de bâtiment, c'est pas de bâtiment, rien. Et en fait, tout est du coût direct. Et il est arrivé avec quelques semences dans un bidon là. Donc j'ai fait une place dans un hangar. Hein, et en fait, il utilise ma ferme comme support, et il utilise mon matériel en entraide, etc. Et comme il avait des compétences en matière de phyto, ça m'intéressait. Maintenant, avant, il fallait que je l'appelle, puis je ne l'avais pas toujours. Maintenant, il est en permanence sur la ferme. Et en plus, ses problèmes, c'est mes problèmes. Mes problèmes, c'est les mêmes que les siens. Donc, comme ça, on fait bonne équipe. Il est arrivé, par contre, avec une troupe de vaches. Il avait déjà 6-7 angus. Et donc, il est passionné d'angus.
Je l'avais emmené aux États-Unis, ça l'avait complètement travaillé. Et je m'excuse pour lui. Et voilà un des colzas de Franck. Moi j'avais mon colza Sarama, il avait son colza. Donc maintenant, les fermes sont énormément imbriquées les unes dans les autres, quoi. On ne sait plus qui chez lui, qui est chez nous, mais c'est des structures qui sont restées indépendantes. On n'est pas dans un système coopératif, on a un système d'entraide où chacun reste souvent chez lui. Moi je prends mes décisions, il prend ses décisions, on peut échanger si on veut. Ça m'a permis de racheter du matériel, parce qu'on commençait avec José qui reprenait les terres, moi aussi, Franck Karim, avoir plus de surface. Donc j'ai racheté le même semoir que j'avais acheté au départ, mais que j'avais revendu. Comme quoi, des fois, on change d'idée hein, en faisant. Mais on a transformé en soc étroit pour bien semer dans les chaumes, pour les couverts. J'ai arrêté de faire des strip-till. Je suis passé en semi-direct pour le maïs, avec un semoir à maïs traîné qu'on a modifié, avec un disque poutre, et puis une petite lame ici. Là, à la place du chasse-pierre, en fait, c'est un poutre qui me prépare ma ligne de semis. Et donc, on a modifié aussi les rouleaux derrière. Voilà comment on sème le maïs. En fait, généralement, on aime bien semer dans le verre comme ça. Voilà à peu près ce que ça donne dans ce système-là. La fertilisation avec le semoir, ouais. Là, le liquide, il est en route de cette année. Ouais. Là, c'est le solide, et puis c'est le souffle qui est dans les micro-granules. Pour être économe en matière de tracteur et économe en matière de semoir, vous voyez, c'est un semoir traîné, cirant. Parce que comme ça, je peux tracter ça avec un petit tracteur. Et là, par exemple, c'est les couverts qu'on aime bien faire devant maïs. Et ça, c'est mes mélanges févrole-poivès. Et puis, quand tu arrives au printemps, que tu as la veille de semer le maïs et ça ressemble à ça, bon, quand tu es sologno, tu te dis, bon. Alors, je fais toujours attention d'avoir le label coquelicot, on ne sait jamais. Et en fait, ça, c'est une parcelle, on n'a rien fait. J'ai semé un couvert, et au printemps, j'ai décidé de laisser le couvert et de récolter des légumineuses. Alors là, on n'a strictement rien fait. Il y a zéro insecticide, zéro rien. Donc en fait, la destruction du couvert, c'est la moissonneuse batteuse. Et là, tu ramasses 2 tonnes, 2 tonnes et demie de graines en moyenne, qui sont des graines de légumineuses. Là, on a une valeur de 400 € à peu près, parce que c'est des poissas, c'est même un peu plus. Et donc, tu te dis, tu as 1200 € dans les pattes, alors que tu as semé un couvert, quoi. Ça va. C'était mieux que de mettre un maïs. Alors, et comme ça donne le choix. C'est pas tous les champs, c'est les bons champs. Si ça passe pas, tu mets un maïs. Ça, c'est l'année dernière. Donc, à force d'être opportuniste, en fait, c'est comme ça qu'on progresse. L'année dernière, j'ai été plus loin. C'est que là, je l'ai semé avec un peu plus d'attention de réussir. Là, je suis toujours sur le mélange févrole-poivès. J'avais mis un peu de radis pour le tenir. Voilà à quoi ça ressemblait. Ça, on est le 7 avril. Voilà un peu la végétation. Donc, ça nous fait des belles végétations. Et puis là, on arrive à la récolte. Alors, on a la chance. Pour récolter, c'est pas Naméga qui fait le boulot, c'est Yvon. Et Yvon, c'est le père de Christophe. Et 58 ans de moisson, et tu m'apprends pas à conduire une moissonneuse batteuse. Et derrière, la stratégie, ça c'est une idée qui n'a pas marché, mais qui est une bonne idée, qu'il faut qu'on continue à travailler, c'est de semer des orges ultra précocement. Donc l'année dernière, j'ai semé de l'orge le 23 juillet. Les pucerons, je sais pas comment vous faites, hein. Ça a levé. Et donc là, voilà à quoi ça ressemblait après. Donc là, c'est de l'orge qui est résistante à la géno. L'idée, c'était c'était hyper sec, c'était vraiment une année un peu compliquée. C'était décimer tout ça avec les brebis. À l'automne, ça donnait un peu un truc un peu bordeleux. Et puis, ça donnait ça. Alors, ça, c'était l'objectif. Il y a quelques endroits où on a atteint l'objectif, et il y avait trop d'endroits où c'était ça. Mais en fait, l'idée, à travers ça, il y avait un agronome dans les années 80 qui s'appelait Marc Bonfils, et c'est de fonctionner un petit peu comme le colza. Le colza, il va capter de la fertilité, et en fait, c'est cette fertilité-là captée qui permet de repartir au printemps. Et donc, si on arrive à capter beaucoup de fertilité dans les systèmes racinaires et dans la base de la plante, qu'on la gère avec des produits, en fait, on aura moins besoin d'azote au printemps pour
Ça fait une demi-douzaine d'années qu'on essaye, on a plutôt foiré que réussi. Les Suisses ont réussi, mais on ne va pas lâcher le morceau. Mais pour l'instant, on n'a pas réussi à valider, à trouver la brèche. Comment vous gérez l'azote, les besoins d'azote de la plante du coup? Parce que du coup, il y a des minéralisations qui peuvent se faire d'un seul coup, fortement, ou pas du tout Pas tant que ça, parce que tu travailles pas. Oui, mais avec un printemps sec, ça minéralise peu, et un printemps humide, ça va fortement minéraliser, j'imagine. Ouais, mais les à-coups sont beaucoup moins importants sur les sols travaillés. D'accord. Et tu vas être beaucoup moins sec ou beaucoup moins... Si tu veux, ton sol, comme il est fonctionnel, tu es moins en yo-yo comme ça. Un sol travaillé, c'est avec peu d'organique chez nous. Bah, tu prends un coup de sec, en fait, c'est bon mou. Tu n'as plus d'eau, mais tu n'as plus de nutrition, tu n'as plus rien. Et après, tu es dans la boue. Tu vois, tu fais comme ça. Et là, tu tamponnes. Tu tamponnes. Alors, tu tamponnes pas tout, mais tu tamponnes. Donc ça, c'était l'année dernière. C'est à quoi peut ressembler certaines parcelles cette année. On va arriver sur les derniers trucs qu'on a montrés. C'est un véritable écosystème. Alors, on a rentré un autre gars qui s'appelle Jean, parce que, en fait, on a développé un partenariat avec l'OFB, l'Office français de la biodiversité, parce qu'on a un problème de sanglier. On a toujours un problème de sanglier. On a des apiculteurs sur la ferme, et notre gros souci, c'est ça. En fait, moi, j'ai 3 gros défis sur la ferme. Le premier, c'était des sols, et c'est encore des sols maigres. Le deuxième, je ne suis pas là. Alors, je m'arrange d'être là sur le mois d'avril, sur le mois de juillet et sur le mois d'octobre. C'est les 3 mois que je suis un peu sur la ferme. Ça, c'est une crotte de sanglier. Là, en plus de manger nos vers de terre, ils viennent manger nos carabes, qui pourraient manger nos limaces. Donc, c'est la vraie plaie chez nous. On a essayé de mettre en place une stratégie anti-sanglier, mais complète, avec la même stratégie qu'on a mis le reste. Et ça, c'est un collègue qui m'a dit, sur un moment, j'ai manqué rentrer avec une Kalachnikov contre les sangliers, mais vous ne pouvez pas vous imaginer ce que c'est les sangliers chez nous. Et donc, un copain qui m'a dit, non, il faut que tu réfléchisses un peu comme le reste. Donc, on a commencé à réfléchir comme le reste. Donc, ça veut dire clôture, ça veut dire chasser, affût. Hein, mais pas que. On a commencé à mettre des bordures enherbées pour de la bouffe. Alors, en fait, l'idée, c'est de réorienter toute l'organisation de la ferme sur une chasse petit gibier. Parce qu'en fait, le sanglier est un ennemi du petit gibier. Ça bouffe les nids, c'est le prédateur numéro 1. On a même planté des arbres. Enfin, un truc, on a réparti le biomatériel sur la ferme aussi. Parce que les oiseaux peuvent se cacher là-dedans. On a planté quelques arbres, c'était un effort en Sologne. Et puis, les gars de l'OFB me disaient, il faut que tu plantes des bandes enherbées, le long des, tout ça. Et on a une super allée. Et donc, ils voulaient que je plante 3 mètres de chaque côté de l'allée. Et en fait, j'ai planté 12 mètres. Enfin, 11 mètres, c'est la moitié de ma largeur de cuvée. Et donc, je l'ai fait en pensant au sanglier, mais en pensant à l'élevage. Et c'est les moutons qui m'ont fait basculer là-dedans. Et donc, l'année dernière, j'ai implanté mon maïs là, et j'ai implanté des couverts ici, avec en hauteur de l'annuel et en dessous des multi-espèces périns. Et donc plutôt légumineuses. Ça c'est mon maïs, ça c'est le couvert, on est début juin. Et donc ça en juillet, ça donnait ça. Et donc c'était pour différentes idées qu'on avait, ça a bien marché. Parce que quand vous montez en mouton, on veut avoir de la céréale, faut trouver des surfaces sur la période juillet-août, ou juin-juillet-août, parce que il y a un peu de culture un peu partout, quoi. Donc ça, c'était le premier truc. Le deuxième truc, c'est que le pâturage sur l'an dynamique, c'est très bien, mais c'est un énorme inconvénient en été. C'est que tes bestioles, quand elles sont au milieu d'un champ, ils sont au milieu d'un champ, quoi. Et donc, ils vont souffrir de la chaleur, du manque d'ombre, etc. Donc, on aurait de l'agroforesterie, ce serait mieux, tout le truc. Le temps de planter un arbre, il va falloir 25 ans avant que ça apporte de l'ombre. Bon, après 60 ans, tu te dis que ça va me pousser un peu loin, ça. On va attendre. Et là, on avait une haie, donc on a replanté ça. Et donc, au mois de juillet, il avait de la super bouffe. Imagine, t'es au 20 juillet, on avait le stagiaire qui piégeait des insectes. Donc là, on a de la bouffe aussi pour les abeilles, le côté alimentation pour les abeilles. Puis les moutons à José, c'est des tasses. Les Tasmanian Tiger, le truc qui bouffe tout. Et en fait, on s'est dit, ça c'est pas con.
parce que ça nous donne des lieux de tir. Parce que moi, comme un con, je sème le maïs jusqu'au bord de la haie, je commence un rétroviseur de temps en temps, je des du culver, enfin, je suis un agriculteur normal quoi, quand je suis dans ces cas-là. Puis je récolte rien. Mais je pense avec la moissonneuse-batteuse aussi. Hein, et en fait, c'est une zone où tu perds du pognon. Parce que les arbres, ils t'en bouffent. Et là, en fait, on transforme ça en une zone productive. Et en plus, si tu veux tirer un sanglier, là, tu as un peu de temps, quoi, parce que sinon, tu peux pas chasser. Et ils font de l'élagage. On a percé la haie par des petits passages, et pour pouvoir mettre la clôture à l'intérieur et leur donner la clôture. En fait, ça fait du pâturage de qualité, d'été, et ils sont à l'ombre. Ils entretiennent un peu le paysage. Et puis ça, comme on avait mis des légumineuses, c'est à quoi ça ressemblait à l'automne d'après, une fois pâturé. Voilà. Et puis c'est à quoi ça ressemblait, on avait mis un étail là-dessus, et ils ont pâturé au printemps. Et puis là, ça c'était devenu un champ d'orge, ça c'était un champ de métail. Voilà à quoi ça ressemblait cette année au mois de juin. En fait, je me suis même aperçu que la luzerne, et puis ça c'est le métail que j'avais semé dans la luzerne, une fois l'orge ramassée, ça me mettait une zone verte, et qui fait que les chevreuils étaient plus là-dedans, parce que quand je regarde les dégâts, là, ça c'était de la versée, mais j'ai pas trop de sillons de gibier dedans. Et en fait, ça m'a permis de vendre, parce que l'association de l'abeille, un programme ça c'était le nom de la haie, et en fait j'ai créé un système de parcours pour les moutons. Alors vous avez le parcours rouge, le parcours orange, le parcours bleu et le parcours jaune. Toujours des bandes, c'est des bandes. Hein. C'est des bandes. Oui. Et en fait, il y a des petits blocs comme ça qui sont des bandes un peu jachérées, que ça c'est une prairie que les moutons ils stockent. Mais après, en fait, on a créé des parcours et ils sont en permanence en transhumance. Et José me demande qu'un truc, c'est que les moutons ils reculent pas. Ils avancent. Et ça, son pâturage au filet fait que ça fonctionne, mais il ne faut pas reculer. Et il ne veut pas, ou le minimum, arriver dans les cul-de-sac, être obligé de les foutre dans une remorque et d'emmener les moutons ailleurs. C'est plus les moutons peuvent circuler comme ça. Et en fait, j'ai tous mes coins, mes bouts de haies, j'ai essayé de réfléchir comme ça. La bande enherbée, la première que j'ai mise, c'est le long de la haie. Là. Ça, c'est le programme que j'ai vendu à l'association de la sauvegarde de l'abeille. Ce qui m'a permis aussi d'accueillir des apiculteurs. J'avais déjà un apiculteur qui était là, et là j'ai un autre apiculteur qui est là, c'est elle, a fait de la gelée royale. Et cette année elle m'a dit t'as sauvé mes ruches, parce que c'était une année vraiment merdeuse pour les abeilles. Elle m'a dit t'as sauvé mes ruches. Moi j'étais, quand elle m'a dit ça, je m'attendais que je suis bien chez toi, mais non. Et en fait, c'est à quoi ça ressemblait cet été. Et en fait, l'agriculteur qui était un peu têtu, vous voyez, j'ai jachéré là le long du chemin, tu vois bien le chemin qui part derrière, mais ça permet de ramener les moutons ici, puis ici le long du bois, je récoltais rien, il faut être honnête, je récoltais rien. Puis ça a de l'allure, ça permet de mettre de la diversité, je pense que ça aura des impacts sur les insectes dans les maïs, etc. Et quand tu vois ça, bon, ça. Et aujourd'hui, je cherche du faisan. On commence à avoir du faisan sauvage qui arrive. Et là, on est en lien avec les vanniers. On a reçu Montel-Vanier sur la ferme du Chassou. Et donc, on va certainement vendre de la chasse. Un peu le Airbnb, ils ont un système Airbnb de la chasse. Et donc, là, venir chasser dans ces conditions-là, ça peut intéresser. Et puis on a continué à étendre un peu. Il y a Jérémy qui est arrivé. Alors Jérémy, c'est l'éleveur de chèvres à côté. Et en fait, comme un éleveur de chèvres, il n'avait pas trop de matériel ou du vieux matos. Et donc on lui a offert un bouquin pour commencer. You Can Farm. Donc You Can Farm, il est traduit en français, on n'a pas traduit le titre. Je vous conseille, c'est un super bouquin de Joël Salatin, qui en Pennsylvanie dit en fait, en clair, tu peux faire de l'agriculture, mais ça veut dire aussi tu peux réussir. Tu peux réussir. C'est un gars qui est extraordinaire, qui t'occupera de tes voisins, qui te dit de toute façon assez bien, c'est largement suffisamment assez bien sur une ferme. Si les gens sont tordus du poulailler, les poules ils s'en foutent.
C'est avec tes voisins que ça va chagriner, tout le temps. Et les poules, ça ne change rien. Et donc, ça lui a permis de comprendre dans quelle idée on fonctionnait. Il a commencé à nous louer du matériel. Et vous vous rendez compte, c'est un gars qui allait chercher pour son vieux tracteur du fuel blanc à la station-service. Mais si tu veux, il est éleveur de chèvres, il fait du fromage, il achète du foin, etc. Donc on a commencé à y vendre du métail. Donc c'est là qu'on fait févrole triticale. Hein. Et cette année, c'est semé en févrole triticale trèfle. On va avoir un trèfle qui suit derrière. Hein, donc, et là, on fait confiance à Yvon. L'année prochaine, on va faire 59 ans de moisson. Alors tu m'agaces pas avec tes mixtures, hein, parce que ça c'est des mixtures, et je l'emmène boire avant, je le prépare psychologiquement, parce que je sais que ça va être un peu dur. Puis j'achète une bouteille de pastis, parce qu'il faut qu'il réfléchisse. Hein, et tant que ça durera comme ça, ce sera super. Et on a aussi un système qui n'a pas marché, là c'est du seigle en direct sur une luzerne. Et donc ça avait bien marché à l'automne. L'idée c'était qu'on fauche le seigle, on pâture le seigle au printemps, et on puisse partir sur du foin de luzerne après. Donc on augmente la productivité en ayant du seigle au printemps en première coupe et qu'on ait la luzerne qui suit, à être sur un système couvert permanent. Et en fait, les brebis de José, ils ont bouffé la luzerne au printemps, et ils n'ont pas bouffé le seigle, donc j'ai ramassé 25 cadeaux de seigle, et on a eu que du pâturage de luzerne après, ça a foutu un peu le bordel, mais incroyable, ils étaient dedans. Quand tu fais du pâturage tournant, et ils avaient bouffé la luzerne, ils étaient dans du seigle qui était haut comme ça, et tu passais avec la voiture, et ils avaient tous autour du filet qui étaient en train de te regarder et de bêler, c'est quand que tu te déplaces, quoi. Tu dis, on les laisse une journée de plus, ils vont... Mais bougez pas. Ah non, mais c'est... Et puis le dernier qu'on a mis dans le truc, c'est Quentin. Alors qu'on a mis qui est arrivé. Quentin, c'est le maraîcher. Je rêvais de mettre un maraîcher. Et pour différentes raisons. Et donc, en fait, à travers ça, je suis un fou de diversité. J'ai adapté ce que je vois dans les couverts. En fait, là-dedans, il y a peut-être une légumineuse, il y a peut-être une crucifère. Tu vois, on pourrait mettre une plante à chacun des individus. Et quand je cherchais on a même fait une demande auprès de la Chambre d'agriculture pour avoir un maraîcher, mais je voulais vraiment un gars qui me ressemble pas. Et on a trouvé un gars enfin il nous a trouvé, un gars comme ça, on a dit, ah, il a l'allure, c'est lui qui me faut. Quentin est arrivé sur la ferme, donc avec sa copine, on lui a cédé 3000 m² qui n'ont rien coûté. C'est pareil, on est dans un investissement, on arrive à trouver un fonctionnement ensemble. Donc dans cet investissement-là, on t'a trouvé 3000 m², on y a donné les 3000 m² les meilleurs de la ferme. Un, je ne suis pas en bio, donc il ne pouvait pas être en bio. Deux, c'est que je suis en non-travail du sol, donc il fallait qu'il se débrouille de produire des légumes. T'imagines, le gars, tu lui files 3000 m², le lendemain, tu vois avec un motoculteur en train de retourner la terre. Là, tu te dis non, ça ne le fait pas. Donc lui aussi, on lui a expliqué un petit peu ce qu'on voulait. Donc il a fait du bâchage. Et j'aime bien cette photo-là, parce que c'était au printemps de cette année. Donc là, j'ai du maïs qui vient d'être semé, qui est en train de démarrer. Puis lui, il a bâché pour user le couvert. Donc visiblement, moi j'ai utilisé du glyphosate et lui il utilise une bâche. Et là on a reçu les gens d'Antenne 2. Et je les ai emmenés devant ce champ-là. Plutôt anti-glypho, machin et tout. Je dis bon voilà, il y a deux agriculteurs qui, à votre avis, c'est lesquels les meilleurs? Moi j'ai mis du glyphosate et lui il met une bâche. Et le gars, il y a un piège là-dedans. Non, mais c'est à vous de me dire, puisque vous, de Paris, vous savez toujours très bien vous expliquer comment il faut faire de l'agriculture. Hein, donc, ouais, bah, le glyphosate, c'est pas bien, hein, c'est la bâche. Hein. J'ai dit, ben ouais, peut-être, mais la bâche, c'est quand même du plastique. La bâche, je suis en train d'éviter, en fait, que mon sol, il respire. Un sol, ça respire si c'est vivant. Si je te mets un sac en plastique sur la tête, ça va s'arrêter assez vite. Et puis là, tu as de l'eau, il vient de pleuvoir, tu as de l'eau qui pourrait être utile plus tard, et qui ne rentre pas. Donc, tout ça pour leur montrer que je ne suis pas en train de dire que le glyphosate est mieux, mais qu'un système qui paraît, entre guillemets, bien, ben, il a des inconvénients aussi. Et en fait, là, ben, vous avez deux agriculteurs qui essayent de faire le mieux qu'ils peuvent, avec les moyens qu'ils ont, parce que 3000 m², moi je bâcherais. Mais 150 hectares, je ne suis pas capable de bâcher. On essaye de s'organiser chacun du mieux avec ce qu'on sait faire. Et il n'y a pas un système qui n'a pas d'impact. Arrêtons de croire, ou de faire croire. Hein. Et donc, ça c'est quand même la première récolte de Quentin, donc on est assez content. Il n'a pas pris les 3000 m², les brebis qui ont géré un peu ça.
il a ramassé 5-6 tonnes entre les patates douces, les courges, les courgettes, les petits marrons, les pâtissons, les machins. Il a fait une super récolte. Donc on attend de voir qu'il passe l'hiver, qu'il vende, et puis au printemps on va discuter de tout ça, et puis on va se mettre en ligne. Un côté très intéressant aussi de ça, c'était aussi un truc que j'attendais un peu, mais qui s'est super bien passé, c'est que cet été, c'est lui qui m'a semé les couverts. Moi j'ai toujours un problème de main-d'œuvre. Hein. Bien que je travaille pas beaucoup, j'ai un problème de main-d'œuvre. Et Quentin il est venu me voir en juillet, il me dit oh, ça me plairait de conduire le tracteur. T'as pas un peu de semis à faire et tout ça. Et donc en fait, on y a appelé le semoir, on y mettait des graines dedans, on y a expliqué les champs sont là, c'est lui qui a semé tous les couverts. Mais en même temps, il donne accès à des palox, il donne accès aux chargeurs, c'est pas un maraîcher qui galère avec une brouette, il a tout l'accès au reste de la ferme. Donc on est dans un système gagnant. J'avais semé quelques rangs de maïs doux. Donc on a commencé à faire un peu de marché, enfin lui, avec le maïs doux, on voit bien comment ça fonctionne, donc on peut faire des choses sympas. Et puis en conclusion, moi j'ai énormément de mal avec ça. Que les gens des villes me disent que c'est l'agriculture qui pollue. Alors là, je tiens à faire une petite parenthèse, ce sera ma conclusion un peu là-dessus. C'est que, en fait, aujourd'hui, quand vous regardez les chiffres qui sont annoncés, on dit que l'agriculture française représente 19% des émissions de gaz à effet de serre, et au niveau mondial, c'est 23%. En fait, le GIEC est bien sympa, mais le GIEC considère que ce qu'on met dedans. Il ne considère pas ce qu'on produit. La seule activité qui capte du carbone, qui fait de la photosynthèse avec la foresterie à côté, c'est l'agriculture. Et en fait, quand on vous dit 19%, c'est jusqu'au consommateur, jusqu'à la gestion des déchets du consommateur. Yes, c'est pas sorti de la cour de la ferme. Ça changerait beaucoup les choses. Mais la consommation, et les consommateurs, ils émettent du CO2. Non, mais la partie qui sort de la ferme, qui est bourrée de carbone, on considère ça comme zéro. En fait, quand ça sort de ta ferme, c'est pas un stock de carbone, c'est déjà émis. Alors que ça ne va pas être émis par toi, et ça va être émis, des fois, dans du temps. Ça ne va pas être émis immédiatement. Mais on considère que ce qui sort de ta ferme, c'est émis, 100%. Tu vois comment... Et ça explique pourquoi que tu te retrouves, on met l'agriculteur avec un gros pourcentage, il y a un peu une arnaque là-dessus. Il y a une deuxième arnaque aussi, c'est qu'en fait, quand aux vaches, aux moutons, les nôtres, ils émettent du CO2, bah, c'est issu de la photosynthèse. C'est pas du CO2 additif. Celui qui sort d'un pot d'échappement, c'est un CO2 additif. Et en plus, là, c'est un truc que tu as fait tourner. C'est plus en construisant des systèmes malins qu'on va faire bouger les choses. Ceci étant dit, moi, je me suis engagé avec ces techniques-là à regarder où j'en étais en bilan carbone, parce que c'est à la mode aujourd'hui. Et donc, l'année dernière, j'ai fait l'état de mon système, et je le refais la semaine prochaine. Là, je suis à 176 tonnes de CO2 offseté. C'est-à-dire que je suis en négatif dans mon exploitation, parce que là, je regarde que ma ferme. Je suis à moins 176 tonnes de CO2. Tout ce que j'ai rentré, tout ce que j'ai sorti. Et donc, ça représente, si je traduis ça en kilomètres, ça représente 1 200 000 km parcourus avec mon Tiguan. Donc, c'est mes dernières diapos. Je ne sais pas ce qu'on va remettre là. C'est énormément performant de mettre des gens qui ont des compétences différentes. Alors ça, c'est quelque chose qui est humainement très dur. Humainement très dur parce qu'on est facilement copains avec des gens qui te ressemblent. Et bien là, il faut des gens qui ne te ressemblent pas. Ça veut dire qu'il y a des fois, il faut que tu serres les dents. Parce que le gars ne pense pas comme toi. Et ce qui fait que, en fonction des conditions, bah, tu en as un qui va trouver la solution, tu rends le système vachement plus solide. Et en fait, c'est le système qui est important. Et on éduque. En fait, c'est plus facile de rentrer du monde maintenant, parce qu'on a commencé à construire un système solide avec Christophe, avec José, avec Denis, avec Franck. Maintenant, c'est plus facile. Alors, en périphérie, il y a d'autres 3 voisins qui travaillent maintenant avec nous. Il y en a un qui est rentré depuis 2 ans, qui est un peu agriculteur, mais beaucoup de TP. Un gars qui a une pelleteuse, un camion dans le coin, en Sologne, ça peut être utile. Donc, il a compris que c'était aussi bien qu'on dit CMC céréales, puis maintenant, les fossés ou un pont, ça se fait tout seul, quoi. Et t'en as un autre, c'est Jaffray, que lui, on lui produit du méthane. C'est un gars qui est un éleveur un peu en avant en termes mélangeaux.
Et donc on lui produit une partie de ses bétails et tout ça. Donc non, c'est hyper collaboratif, quoi. Ce sera un peu ma conclusion. C'est cultiver son attractivité, récolter de la coopération, du soutien, des compétences complémentaires, beaucoup d'efficacité, des marchés locaux, de la résilience, enfin tu peux empiler. Et ça c'est la gueule de la ferme, voilà 1 mois et demi. Ça c'est ma bande qui était pâturée, qui a été repondue. C'est les maïs, c'est les couverts. Là, les moutons, ils sont en train de pâturer là-dedans. Hein, voilà à quoi ça ressemble. Et ça c'était le 23 octobre. Hein, voilà à quoi ça ressemble. Alors là, on a une dernière idée. Ça, c'est tout le petit groupe chasse biodiversité avec les apiculteurs. Ça, c'est un gars de la LPO. Ça, c'est un gars de l'OFB. Tu arrives à mettre ensemble un mec de la LPO et de l'OFB. Et des apiculteurs et des agriculteurs qui sont pour des bio, tu vois. Et ben ça se discute bien. Il faut les mettre dans l'environnement. Encore une fois, c'est l'environnement qui prime. Donc voilà, je vous ai pris un peu de temps, mais j'espère que ça vous a bien clair. On s'est éloigné un peu des couverts végétaux, mais tu as vu, c'était quand même le fil conducteur. Hein, mais ça vous a expliqué un peu comment on peut gérer. On s'amuse bien, quoi. L'agriculture, c'est pas si mal que ça.